Voilà, bonjour, je voulais partager un petit peu sur mon parcours de guérison par rapport à une maladie auto-immune qui m'avait été diagnostiquée voilà, quand j'étais jeune et quand j'avais la vingtaine. Cette maladie auto-immune en particulier, c'est ce qu'on appelle une MICI, une maladie chronique de l'intestin, et en particulier la rectocolite hémorragique. Il y a deux MICI, la maladie de Crohn qui est généralement plus connue, et la rectocolite hémorragique qui est un peu une cousine entre guillemets de la maladie de Crohn. Et moi, dès 18 ans, j'étais malade, mais j'ai pas été diagnostiquée. J'ai souvent eu des retards de diagnostic juste imbattables et faramineux. Du coup, le diagnostic, je l'ai eu pas à 18 ans, j'ai eu plusieurs années après. Ouais, plusieurs années après. Et mon parcours a été vraiment chaotique. Les médecins, j'ai failli mourir plusieurs fois avec des réactions extrêmes au niveau des médicaments. Donc, quand j'ai fait je me suis retrouvée techniquement morte hein, une fois. Voilà, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. J'ai fait une aplasie médulaire sévère. Il y a une grosse erreur médicale derrière aussi. J'ai subi vraiment beaucoup de maltraitance, d'erreurs, d'abus dans ce milieu-là, parce que vraiment il y a une conscience. Il y a une absence de conscience de la corporalité, du respect du corps de manière globale. Hein. J'ai eu des bons médecins, globalement beaucoup plus à La Réunion, en dehors de la métropole, à La Réunion, en Guadeloupe et au Burkina Faso. J'ai aussi des excellents médecins, extrêmement bien formés. Et le respect de l'humain dans le système médical français, je peux dire que je l'ai vraiment très peu vu. Je suis juste hyper contente que juste quand je tombe sur un médecin qui fait son travail et qui n'est pas, en train de m'agresser verbalement. Voire quand on n'essaie pas de m'interdire en me prenant pour une étrangère l'accès à l'hôpital. Bref, c'est une histoire rocambolesque et je l'écrirai peut-être un jour quand j'aurai le temps. Voilà, parce qu'il y a vraiment... c'est un problème systémique, vraiment. Ça va vraiment pas dans le système médical français, très clairement. D'autant que voilà, j'ai testé le système médical espagnol, c'est pas du tout pareil, les médecins n'ont pas du tout la même posture, ils sont sympas, ils sont gentils, ils ne me mettent pas en stress, voilà. Et donc je voulais partager par rapport à ce parcours-là, déjà pour dire, voilà, c'est possible, en tout cas moi je peux dire, la maladie auto-immune, c'est possible d'en sortir. Moi j'ai toujours l'endométriose doublée d'un fibrome à l'heure actuelle, c'est ce qui fait que, voilà, concrètement j'ai des douleurs tous les jours, je suis extrêmement fatiguée, il y a tout un tas de symptômes qui sont là. Et ce qui fait que, voilà, moi je fais mon travail, il y a des gens qui me disent « Oh, tu fais plein de trucs », moi j'ai pas du tout l'impression de faire beaucoup de trucs, parce que je suis vraiment au ralenti, en fait, ça m'impose un rythme et de prendre soin de moi énormément, d'avoir beaucoup de temps toute seule. Ça m'oblige à réduire au niveau social, etc. Et voilà, mais du coup j'assure mon boulot et si j'étais en forme je pourrais faire beaucoup plus. Et ce qui explique aussi que j'ai des dossiers parfois qui traînent, je mets du temps à répondre parce que j'ai des moments où je suis trop fatiguée bah, la priorité c'est de me reposer en fait. Et du coup je reviens sur maladie auto-immune, donc cette rectocolite hémorragique. Donc elle a commencé moi à mes 18 ans, elle a été diagnostiquée 6 ans après et j'ai été soignée avec le diagnostic de la rectocolite hémorragique pendant 6 ans et ça a vraiment été une catastrophe. Je peux dire que les médicaments qu'ils m'ont donnés n'ont fait qu'empirer mon état très clairement. Et je pense que ça m'a niqué le foie et tous les émonctoires aussi, les médicaments que j'ai pris à cette époque-là. Et du coup, je me suis renseignée beaucoup avec le corps médical sur les vaccins aussi. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Parce que du coup, moi, j'étais dans une situation où c'était très dangereux pour moi de prendre des vaccins à un moment donné. Mais c'était une époque où le principe de précaution prévalait dans le milieu médical. Et on est sorti de ça. Mais je ferai une vidéo sur la question. Et donc, l'idée, c'est de partager mon vécu, comment je m'en suis sortie. Le premier truc que je peux dire, c'est qu'une maladie auto-immune, ça disparaît. Moi, j'ai pris ce chemin-là parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit bah, « je suis guérie », notamment des gens avec la maladie de Crohn. Voilà, une collègue notamment personne ne savait qu'elle était malade, mais elle m'a dit « ouais, j'ai un diagnostic de maladie de Crohn, mais moi j'ai rien, j'ai trouvé comment faire ». Et vous pouvez trouver des gens comme ça, il y en a plein, mais c'est des gens qui ne parlent pas parce que généralement quand on dit « je suis guérie, j'ai une maladie », il y a un truc où on n'est pas entendu. À la fois par le corps médical, qui est dans ce truc de nous chroniciser, de nous dire on est maladie à vie, on sera toujours malade, il faut prendre des médicaments à vie, blablabla. Et à la fois aussi parce que ça demande une adaptation.
Et moi, typiquement, par exemple, avec la rectocolite hémorragique, je suis obligée de faire attention à ce que je mets dans mon corps. J'ai un système digestif qui a une fragilité. Peut-être qu'un jour, j'aurai plus cette fragilité, parce que c'est quelque chose que je continue à travailler, notamment parce que voilà, il y a l'endométriose aussi à côté. Et l'équilibre du microbiote chez moi, il est fragile. Il est hors de question que je peux mettre des antibiotiques dans mon corps. Et du coup... parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à sortir, vraiment, quand les médecins ils te disent oui tu vas être maladie VV, c'est grave, et si tu prends pas les médicaments et si tu rentres pas dans le discours, ils te menacent de cancer. Très clairement, moi à un moment j'ai eu, pour une autre raison, j'ai voulu arrêter les médicaments, ils m'ont menacé de cancer, hein. C'était vraiment proposé et dit comme ça, quoi. Et alors que ce n'est pas vrai. Je suis allée voir les statistiques, je suis allée je suis pas bête, hein. Moi je vais lire les publications scientifiques, elles sont disponibles. Je suis allée voir les études scientifiques faites sur la question. Quand ils te disent il y a un risque de cancer, non, la majorité des cas, c'est des rémissions. Et donc, ce qu'on sortait comme discours de ah, mais tu risques un cancer si tu prends pas un médicament, bah, c'est faux. C'est juste que eux, ils ont pas envie de te gérer si tu as une complication derrière. Et c'est juste. Voilà, de leur point de vue, c'est comme quand pour accoucher, on te met dans une certaine position qui arrange du coup gynécologue, obstétricien, alors que c'est pas physiologique pour toi et c'est contre-productif de toute façon. Au final, c'est su à l'heure actuelle. Donc là, c'est pareil, c'était des adaptations pour les médecins, mais c'était pas, ils étaient en train de dire des choses qui ne sont pas rationnellement vérifiées du coup. Et donc moi, il m'a fallu 6 ans, c'était quand même 6 ans où j'ai subi, où j'ai failli mourir plusieurs fois, j'ai eu des trucs extrêmement graves dans mon corps, des choses qui n'ont pas forcément été identifiées, parce que de manière générale, les effets secondaires des médicaments, la majorité des médecins que j'ai vus sont dans la négation totale que ça existe. Moi, j'ai eu des symptômes que je n'ai jamais eus en dehors de ces prises de médicaments. Ils refusaient de faire le lien entre ces symptômes, ces douleurs qui apparaissaient à ce moment-là, et ça. Et je ne sais pas le lien entre fibrome, endométriose à l'heure actuelle que j'ai, et ce que j'ai subi aussi dans ce traitement de parcours médical pendant 6 ans. Et heureusement, à la fin de mon parcours médical, à La Réunion, j'ai trouvé un super médecin, un super spécialiste, beaucoup plus ouvert que les autres, beaucoup plus humain, extrêmement humain, et qui m'a dit ok, on va arrêter les médicaments parce que là, il y a des effets trop bizarres, on ne peut pas faire le lien, mais on va mettre en place le principe de précaution. Et moi, voilà, il m'a dit, moi je suis là, je vous suis, on arrête les médicaments. Je lui ai dit que moi, voilà, je voulais explorer d'autres manières de me soigner. Il a été OK. Il m'a dit, bah, je suis là. Et c'est-à-dire, ça a été fait en collaboration et avec accord voilà, du spécialiste qui me suivait à l'avant, qui me suivait à ce moment-là. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'était pas en métropole. J'ai jamais vu un médecin, un spécialiste qui avait ce discours-là. Voilà, j'en ai vu au Burkina Faso, j'en ai vu en Guadeloupe, j'en ai vu donc à La Réunion, mais en métropole, s'ils existent, je les ai pas vus, des médecins humains. Et donc du coup, moi, je me suis mis en recherche. Et du coup, je vais faire plusieurs vidéos pour expliquer que moi, j'ai exploré plusieurs voies en même temps. J'ai pas choisi de faire qu'un seul truc à la fois pour voir qu'est-ce qui marchait. C'est-à-dire que je suis partie dans un système d'exploration et d'expérimentation. Parce que je n'ai trouvé aucune personne qui était assez calée. Je suis allée voir des naturopathes, c'était pas efficace dans mon cas, c'était pas assez précis, c'était pas assez pointu. Ce qu'on partage sur la naturopathie, Irène Grosjean, tous ces bouquins-là, je les ai lus il y a très longtemps, c'était pas assez pointu sur la question qui me concernait moi-même. Voilà, et savoir aussi qu'il y a des régimes anciens, le SCD Diet par exemple, qui peut-être fonctionnaient très très bien dans les années 60, mais comme les produits qu'on a aujourd'hui ont perdu énormément en teneur, en vitamines, etc., à cause de l'agriculture intensive, etc., même dans le bio, on n'est pas sûr, mais a priori, ça a beaucoup perdu, les sols ont perdu, se sont appauvris, donc toute la production a perdu. Ça, je vous renvoie à Thierry Casasnovas, qui l'explique très très bien dans ses vidéos. Voilà, comme d'habitude, il y a des gens qui disent « Ah, Thierry Casasnovas, c'est une secte, machin, blablabla ». Vous êtes grand, vous avez votre discernement. Quand vous allez chercher des informations, ne prenez jamais tout pour argent comptant. Je vous le dis aussi toujours pour mon travail. Moi, je vous partage des choses. C'est jamais que mes vérités à moi et mes croyances. J'aime bien dire par provoque, faut pas croire que les médiums disent. Et à commencer par moi, quand je vous dis quelque chose, ne le prenez pas comme une vérité absolue.
Vous le prenez seulement si ça résonne, si ça fait sens, si ça paraît juste pour vous et si ça vous fait du bien, hein, pas quand ça vous fait du mal, normalement ça doit vous mettre la puce à l'oreille aussi. Et donc je vais faire plusieurs vidéos. Donc moi, les gens m'ont dit mais pourquoi tu explores différents trucs à la fois, parce que tu vas pas savoir qu'est-ce qui marche. Moi j'en avais rien à faire, ça faisait 6 ans que j'en chiais au sens propre comme au sens figuré, parce que c'est une maladie intestinale, donc j'avais la diarrhée, c'est plutôt je chiais du sang concrètement, hein, je suis désolée, c'est pas beau à dire, mais la réalité c'est ça. La paroi intestinale est inflammée et tu vas aux toilettes tout le temps parce que tu es obligé d'évacuer le sang et du coup c'est comme si tu chies du sang en fait. Concrètement c'est comme ça. Et du coup c'est une fatigue immense, incroyable. Et donc moi j'en avais marre, c'est un peu l'énergie du désespoir, qui m'a fait, voilà, je me suis dit on va explorer. J'avais pas d'argent en plus, j'ai commencé le parcours psy, j'ai commencé à explorer toutes les médecines alternatives à une époque où voilà, j'avais pas plus que du RSA, voire rien. J'ai eu des périodes aussi sans RSA aussi, ça c'était extraordinaire, énormément génial. Hein. On dit toujours oui, l'État-providence en France, oui, non, il y a des cases où on rentre pas dans les cases. Et du coup, voilà, c'était des sacrifices. Au début, quand j'ai vu le psy, je pouvais me le payer qu'une fois par mois. Je remercie la psy qui a pas, je lui ai demandé un prix, elle ne m'a pas fait, mais moi ça m'a aussi un peu mis un cadre, etc. Et pour avancer. Et donc moi j'ai exploré tout à la fois. Donc je vais faire plusieurs vidéos pour parler à chaque fois d'une thématique. En maladie auto-immune, j'ai une approche holistique dans tous les cas. Je ne crois pas que axer que sur le corps ou que sur l'énergie, ça puisse fonctionner. Pour moi, il faut faire un petit peu tout en même temps. Et il y a aussi cette réserve-là, avec cette espèce de tabou sur la guérison, dans le milieu médical, genre, bah, ça n'existe pas. Tu as une maladie auto-immune, tu as une maladie chronique, ça n'existe pas. Ils utilisent le mot de rémission, c'est-à-dire que tu es malade à vie. Et si tout d'un coup tu n'as plus de symptômes, c'est pas que tu es guéri, c'est que tu es en rémission. C'est assez étonnant comment on chronicise. Et ça vient, c'est un lobbying c'est très clairement un lobbying des laboratoires pharmaceutiques. Il faut savoir que la médecine, elle est beaucoup guidée à l'heure actuelle, y compris dans les études scientifiques, parce que qui sponsorise, qui fait passer, qui crée des fausses aussi, des fausses études, etc. Alors, c'est pas toujours des fausses études, mais on va publier une autre étude sur tel sujet pour essayer d'atteindre un résultat contraire à cette étude-là qui nous dérange et qui disent qui ne va pas dans notre sens de nous, laboratoire pharmaceutique. Il y a des bouquins très bien faits sur la question, renseignez-vous. Moi, c'est mon parcours parce que du coup, j'ai failli mourir plusieurs fois à cause des médicaments qui a fait que je me suis renseignée sur la question. J'ai lu des bouquins. Sachez qu'il y a un site internet où vous pouvez taper le nom de votre médecin et voir combien de fois il a été visité par les laboratoires pharmaceutiques et combien d'argent il a reçu des laboratoires pharmaceutiques. Je ne me rappelle plus du nom de ce site-là, mais c'est quelque chose, c'est une grande avancée pour mettre de la transparence. Sachez que, bon, voilà, hein, plus il reçoit des subventions, voire des cadeaux, où on t'invite à un congrès, on te paye tel truc, etc. Donc, il y a un site, voilà. Tapez laboratoire pharmaceutique, médecin, voilà, je pense que vous trouverez, je vais essayer de retrouver aussi le nom du site. Du coup, il faut savoir que vraiment tout ça, à l'heure actuelle, c'est extrêmement imbriqué, c'est pas nouveau. Il y a des citations, il y a un discours pardon, de Winston Churchill qu'il a fait, ça date de quasi 50 ans, où il expliquait très bien qu'il appelait ça à l'époque le complexe militaro-industriel et ça ciblait beaucoup les laboratoires pharmaceutiques. Il mettait en garde sur le fait que ces entreprises-là, il y a 50 ans, étaient déjà en train de prendre un pouvoir phénoménal au-dessus des États en fait. On était en pleine guerre froide, mais c'était déjà le cas à l'époque. Donc ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, on dit qu'on est complotiste, on dit ce genre de trucs. Alors, moi, je suis complotiste depuis longtemps. À la fois, mon parcours médical m'a sensibilisée à tout ça. C'est comme moi, à partir de l'âge de 18 ans, j'ai vu que je ne pouvais plus ingurgiter de lait. Vraiment, ça me rendait malade. Je bois du lait, 3-4 jours après, je chie du sang. C'est automatique chez moi. Les médecins ont toujours refusé de me classer comme allergique ou intolérante au lactose. Ils m'ont toujours pas fait l'analyse pour vérifier. Voilà, moi je sais que ça me rend malade et je me suis retrouvée dans des situations ubuesques où je me fais engueuler par un gastro-entérologue parce qu'il faut que je boive du lait pour assimiler du calcium.
Alors moi, je voyais bien que le lait, ça me rendait malade. J'ai acheté des bouquins, j'ai lu, j'ai compris le schmilblick du lait, du lobbying, et que le calcium dans le lait, c'est une grosse connerie. Ce n'est pas vrai du tout. Donc j'avais déjà évacué pas mal de lait, de produits laitiers, et du coup, ça m'a juste confirmé, bah oui, c'est ok, et le calcium, je le trouve ailleurs, et pas de souci, pas de souci, et je n'ai pas de carence en calcium, alors que voilà, j'ai évacué la majorité des produits laitiers qui ont du lactose à l'heure actuelle. Et en faisant des recherches plus tard, j'ai vu que voilà, il y a certains produits classés produits laitiers qui n'ont quasiment plus de lactose, donc les fromages à pâte cuite qui sont affinés depuis très longtemps, type comté quand il est affiné plus de 12 mois, etc. Et le beurre aussi, où il y a très peu de lactose, où ça, je le digère. C'est moins bon pour d'autres raisons, mais mon système digestif fragile peut le digérer. Donc je vais faire plusieurs vidéos, et là je vais parler plutôt du côté alimentation. Et donc, il y a des gens qui considèrent que je ne suis pas guérie parce que je ne peux pas manger tout ce que je veux. Et je trouve ça quand même ubuesque, parce que vouloir être guéri et donc vouloir rentrer dans un système médical qui te dit qu'il faut absolument prendre des médicaments à vie, c'est des médicaments qui sont lourds, qui ont des conséquences, qui ont des effets secondaires voilà, sur le long terme. Et tout ça pour pouvoir continuer à manger de la mauvaise bouffe, pouvoir manger un McDo, pouvoir manger des bonbons Haribo, etc. C'est plus à prouver que c'est pas sain pour le corps et même ça rend le corps malade en fait. C'est un discours un peu bizarre. Voilà, y a des gens qui sont ancrés dans le discours de la médecine et qui vont dire ouais mais t'es pas guéri du coup parce que t'es obligé de faire attention à certaines choses. Moi je considère pas que c'est que ça empêche pour moi de poser le terme de guérison, mais moi je vais plus loin en fait. C'est comme si, en tout cas pour la rectocolite hémorragique, pour moi ça n'existe pas, dans le sens où j'ai plutôt l'impression d'avoir une fragilité avec une dysbiose intestinale chronique qui est très liée à du stress et à mon sens en partie, c'est pas forcément la seule explication, mais un syndrome post-traumatique. Moi j'ai déjà expliqué mon histoire de vie, j'ai vécu de l'inceste quand j'étais enfant et des tas de traumas en dehors de l'inceste. C'est pas juste le viol, les violences, il y a de l'emprise, le fait d'être changé tous les ans d'école, d'être déménagé de continent, enfin voilà, bref, énormément de traumas et de situations traumatisantes pour un enfant. Donc j'ai un syndrome post-traumatique complexe qui est encore là dans mon corps. Et c'est évident que ça, sur la sphère intestinale, c'est une bombe atomique, en fait. C'est juste évident. Et aussi sur le système hormonal, j'ai une endométriose et fibrome à l'heure actuelle. Et le corps médical, il est en négation, il ne prend pas cette donnée en question. Alors, je connais que 2 personnes qui travaillent beaucoup avec les endométrioses au niveau médical, un médecin généraliste et un médecin qui est quasiment à la retraite, qui, eux, sont très conscients que derrière il y a souvent des traumas derrière tout un tas de problèmes de santé. Et aussi, si vous voulez creuser cette question-là, allez voir les travaux de Violaine Guérin, qui est médecin, gynécologue et endocrinologue, qui a fait des études sur la question, qui a créé l'association Stop aux violences sexuelles, et qui explique très bien qu'il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas vraiment des maladies, qui sont des conséquences des syndromes post-traumatiques. Mais comme en France, le syndrome post-traumatique, on m'a dit, je suis pas sûre, mais on m'a dit qu'il y avait 4 heures de formation pour les médecins dans leur cursus, pas plus que 4 heures, donc ils sont pas au courant, ils savent pas, et puis de toute façon on est dans un déni global des violences sexuelles. On est en train de sortir, voilà, avec le MeToo, on est petit à petit d'en sortir, mais tout doucement, vraiment tout doucement. Je pense à ce ponte gynécologue spécialiste dans l'endométriose à Paris qui est toujours en poste alors qu'il a plus de 20 plaintes pour harcèlement, agression sexuelle et harcèlement sexuel au cul, et on l'a pas viré. Bref, il y a du boulot encore. Et voilà, cette interaction entre qu'est-ce qui crée un stress oxydatif dans le corps et ce qu'il y a derrière en fait. Et voilà, c'est aussi une piste à garder en tête fortement. Moi, la première personne qui m'a évoqué ça, c'est une médecin généraliste, mais qui travaillait qu'avec les plantes. Et c'est une branche qu'on appelle l'endobiologie. Ils ne sont pas beaucoup de médecins en France, c'est de la phytothérapie, mais de la phytothérapie vraiment médicale, c'est-à-dire que cette médecin me faisait une prise de sang, et dans la prise de sang, elle savait quoi me donner comme plante. Et justement, dans la prise de sang, elle voyait le stress oxydatif. C'est la première qui m'a évoqué, est-ce que vous avez des traumas?
La phrase qu'elle m'avait dit, je me rappelle, c'est « Vous avez le même niveau de stress oxydatif qu'un soldat qui revient de la guerre, en fait. » Du coup, c'était, voilà, elle le voyait sur le papier, dans les analyses médicales, c'était très très clair. Et du coup, je reviens, voilà, la guérison est possible avec ce jeu entre guérison, rémission. Et je pense que le premier truc dans la tête, c'est, moi j'ai senti qu'il y avait une croyance à faire sauter. C'est quand j'ai rencontré des gens qui m'ont dit non, je suis guérie, moi j'ai pas de problème, j'ai plus de problème, ou je sais comment faire, je sais comment mettre cette médecine, cette maladie, pardon, à l'écart de ma vie en fait. Mais ça demande des changements de vie, effectivement. Moi, le premier truc, c'était de sortir de ça, et de sortir de la peur qui me rattachait à, ben oui, mais si je prends pas de médicaments, ça va pas aller, comme ils m'ont dit, etc. quoi. Le premier truc pour moi, c'était de faire ça, pour pouvoir aller chercher derrière des solutions. Et donc, ces solutions-là, les premières pistes, moi, que j'ai trouvées, alors, déjà, j'avais déjà l'outil du jeûne. Moi, dès 18 ans, comme j'étais malade et les médecins m'ont dit j'ai rien, genre c'est du stress et c'est dans ma tête, du coup, il fallait bien que je trouve une solution. Donc, j'ai pris sans aucune formation, de manière très spontanée et intuitive, je me suis mis à jeûner. Donc, j'ai pris l'habitude quand j'étais à partir de 18 ans, dès qu'il y avait un dérèglement, je sentais qu'il y avait un dérèglement intestinal, pouf, je m'arrêtais de manger 3-4 jours à une semaine. Et j'avais remarqué que c'était suffisant et qu'après 3-4 jours de jeûne, une semaine, mon état intestinal, il revenait à la normale. À l'époque, je ne savais pas, je n'avais pas l'information. C'était l'époque où sur Internet, il fallait attendre plusieurs minutes qu'une page Internet se charge. Donc les informations, on ne les trouvait pas facilement. Et même en bibliothèque, les bouquins de nutrition, ils n'étaient pas aussi développés, aussi détaillés qu'à l'heure actuelle. Et donc c'était juste spontané. Hein. Et je ne faisais pas les descentes correctement à l'époque, mais ça s'est bien passé. Et au contraire, moi, je retrouvais de l'énergie. Dès que j'arrêtais de manger, très clairement, je retrouvais de l'énergie. Hein. C'était vraiment... l'effet, il est vraiment, vraiment chouette. Et c'est quelque chose que je refais aussi régulièrement parce que moi, je vois que ça fait du bien. La majorité des peuples ont des traditions de jeûne dans la vie. Dans la majorité, toutes les peuples, toutes les cultures, alors ça est passé par les religions aussi parfois, mais ils ont des traditions de jeûne et c'est vraiment très sain. Voilà, et quand je vois souvent les naturopathes qui disent il faut pas le faire pas accompagné, blablabla. Bon, oui, il faut faire attention, mais du moment que vous vous écoutez, vous savez si c'est pas bon, faut ressortir du jeûne, quoi. C'est juste, si vous écoutez votre corps, vous allez savoir comment ça fonctionne. Moi, je l'ai fait, j'ai pas été accompagnée, et voilà, ça s'est bien passé, quoi. Et voilà, donc j'ai fait le jeûne, donc ça a marché pendant tout un temps, pendant 6 ans, ça a marché, et puis au bout de 6 ans, ça a plus marché. Et là, j'ai fait une crise plus avancée, et le jeûne n'était plus assez efficace, du coup. Et donc le premier outil que j'ai, moi, dans ma besace, c'est le jeûne, et vraiment, j'ai plus d'énergie. Quand je jeûne, quand je mange pas, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux, je suis plus claire d'esprit, enfin, tout va mieux. Ce qui me prouve aussi que j'ai toujours cette petite fragilité intestinale qui est toujours là de manière sous-jacente. Et donc, quand je me suis mis en recherche au niveau alimentation, ok, qu'est-ce que je vais devoir mettre? Les premières informations que j'ai trouvées, je les ai trouvées aux États-Unis, avec l'ESCD Diet et des nutritionnistes, je vais mettre ce mot-là, qui partageaient sur les maladies auto-immunes avec des carnets de recettes, etc. Donc, quand je parle anglais, pour moi, c'était facile. J'ai commandé ça du côté des États-Unis. Et donc, j'ai commencé à comprendre qu'il faut manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Du coup, très clairement... que pour sortir d'acidose, pardon, ça c'est la théorie acido-basique qu'on retrouve en naturopathie. Quand on est en maladie, le corps est en acidose. Et donc il faut repartir dans l'autre sens. Et dans l'alimentation, il va falloir manger beaucoup de légumes et de fruits, beaucoup de légumes verts pour pouvoir retourner à ça. Donc se renseigner sur les aliments qui sont alcalinisants ou basifiants et qui vont permettre de sortir de ce qu'on appelle donc l'acidose. Alors je précise, je ne suis pas naturopathe, hein. Moi je partage juste ce que j'ai appris au fur et à mesure et ce que j'ai compris et comment je m'en suis sortie. Hein. Je n'ai pas de formation sur la question, c'est juste comment je m'en suis sortie. Et j'ai lu beaucoup sur la question, mais j'ai pas pris de notes, donc je vous en parle comme ça sur voilà, ce qu'il y a là, ce que j'ai retenu comme ça. Et donc je suis allée voir en Ayurveda aussi, j'ai compris que j'avais un feu aussi très élevé, et donc ça c'est toujours, c'est quelque chose, je suis toujours suivie en Ayurveda à l'heure actuelle pour l'endométriose, et très clairement, moi c'est mon système nerveux qui déconne, donc le stress post-traumatique est là, système nerveux qui déconne,
qui dérègle un petit peu tous les systèmes, qui peut me mettre en feu, etc. Et voilà. Et donc, voilà, normalement, il y a un excès de feu quand vous êtes en maladie inflammatoire. Quand il y a l'acidose, il y a une inflammation. L'acidose correspond à un terrain inflammatoire. Et donc, l'Ayurveda va généralement voir un déséquilibre de feu, mais qui peut trouver sa racine dans différents autres éléments, du coup. Après, ça, voilà, il y a un système il y a des mots, on va dire, et des concepts complètement différents dans l'Ayurveda par rapport à ce qu'on connaît. Et voilà, donc terrain acide, très clairement j'étais au pic, hein. Quand j'étais en crise, j'étais vraiment au pic de l'acidité possible dans le corps. Et donc moi j'ai beaucoup axé sur l'alimentation. À La Réunion c'est cool. Alors, il n'y a pas de bio, mais on trouve beaucoup de fruits et légumes. Il y a des vendeurs de fruits et légumes à tous les coins de rue. Donc c'est plus accessible d'avoir du bio, du frais qui sort du jardin, etc. Donc voilà, j'ai commencé, j'avais vraiment pas un rond. J'ai racheté vraiment pas cher une centrifugeuse à une copine du coup, parce que j'avais pas les sous pour l'extracteur de jus à l'époque, très clairement. Donc j'ai commencé, c'est moins bien, mais j'ai commencé avec la centrifugeuse, voilà. Et j'ai fait énormément de jus de carotte curcuma, parce que du coup c'est... Dans mon cas, c'était mieux que tous les pansements intestinaux qu'on m'avait donnés auparavant. C'était mieux que l'argile. Le carotte curcuma, vraiment, c'est un truc qui est juste extraordinaire sur mon système. Vraiment, dès que ça va pas bien, carotte curcuma, frais. Voilà, c'est vraiment super bon pour mon système. Et tous les jus, tous les smoothies. Moi, j'ai trouvé du côté du Canada des personnes qui formaient sur les jus, dans le sens où quand tu démarres, tu sais pas trop comment faire. Et du coup, j'avais trouvé une nénette qui partageait des challenges de 21 jours pour faire un jus par jour pendant 21 jours, et donc qui donnait des recettes, et donc ça te donne des idées pour savoir qu'est-ce que tu cuisines, etc. Donc, par exemple, dans les recettes, il y avait du chou kale, ou chou kale, en fonction de comment vous le dites. Du coup, c'était une Canadienne, du coup, il y avait différentes prononciations. Mais moi, à La Réunion, j'avais pas ça. Mais bon, j'avais plein d'autres trucs verts, on appelle ça les breads à La Réunion. Donc voilà, j'ai adapté. Et du coup, c'était très pratique parce que du coup, il y avait le listing de courses. Qu'est-ce que tu fais pour tes courses pour la semaine, pour pouvoir préparer tes jus, pour pouvoir te les faire sur le moment très frais. Voilà. Donc, voilà, j'ai expérimenté. J'ai lu beaucoup de choses sur le microbiote. Il y avait un forum à l'époque qui a disparu, qui était vraiment destiné à ça, toutes les maladies inflammatoires, toutes les MICI. Et donc, il y avait des gens qui traduisaient tous les articles scientifiques sur la question. Alors, il y a eu beaucoup d'articles de la revue Nature. Voilà, c'était un forum où on pouvait discuter si on n'avait pas bien compris, parce que c'est un discours très scientifique, hein, bien entendu. Mais du coup, j'ai lu beaucoup sur la question, sur le microbiote, comment ça fonctionne, etc. L'idée, c'était aussi de me renseigner, parce que j'avais déjà testé les naturopathes avant, et c'était pas assez pointu. Parce que, par exemple, moi, la majorité des probiotiques, je ne peux pas les prendre, ils ne passent pas sur mon système. Il me faut certains probiotiques spécifiques. Et par exemple, ceux qu'on trouve en pharmacie, les pilèges, les classiques, ça ne passe pas dans mon système, ça passe pas. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'affiner. Et j'ai aussi, pour travailler le terrain, du coup, j'étais à La Réunion, je faisais énormément de rando, je faisais de la danse. Voilà, l'idée, c'est de transpirer un max, du coup. Et quand on fait de la rando en nature aussi, ça basifie naturellement le corps, en fait, quand on est en nature. Et aussi, j'ai utilisé les bains hyperthermiques. Moi, j'adore l'eau, du coup. L'idée des bains hyperthermiques, c'est prendre des bains très chauds. Ça fait transpirer un coup. Je doublais en prenant des tisanes de tilleul à la sortie du bain. Ça fait transpirer encore plus. L'idée, c'était vraiment de détoxiner mon corps un maximum avec les moyens que j'avais, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, encore une fois. Donc, je trouvais les moyens accessibles, voilà, très accessibles financièrement. Et il se trouve que j'avais une baignoire chez moi. Le tilleul, je le payais pas, et les randos, c'est gratuit du coup. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de trouver comment faire. Voilà, j'ai mis en place plein d'autres choses aussi en même temps, parcours psy, en énergétique. Je fais du chant aussi, chant lyrique à l'époque. Enfin, j'ai fait des apprentissages des techniques lyriques à l'époque. Et voilà, le changement alimentaire, vraiment, il était salutaire. J'ai vraiment fait des tests, en fait. À un moment, j'ai testé, j'arrête complètement le sucre. Et j'ai vu que j'avais vraiment une addiction au sucre, hein. J'ai eu l'impression que j'étais complètement droguée. J'avais des réactions hyper de colère, de violence. Genre, je sentais tellement le manque tellement fort dans mon corps du sucre. Je l'ai arrêté d'un coup aussi, hein. Je l'ai fait un peu
de manière assez abrupte. Donc j'ai vu oui, après, à l'heure actuelle, je sais tous les sucres raffinés, je sais que ça passe pas, mais je m'autorise certains sucres à petite dose, etc. Voilà, mais j'ai vraiment fait une période d'expérimentation. J'ai tenu un carnet en notant tout ce que je mangeais tous les jours aussi pour observer qu'est-ce qui passe pas. L'idée, c'est aussi qu'on est tous différents. Sur la rectocolite hémorragique en particulier, comme j'ai été beaucoup sur des forums, on a partagé, on a échangé, je sais que y a des gens qui peuvent manger des tomates et il y a des gens, très clairement, on est beaucoup avec des maladies intestinales, on ne peut pas manger les tomates, ça passe pas. Ou alors il faut les éplucher, ou alors il faut les considérer comme un fruit et les manger hors des repas, en fait. Donc il y a plein de petites choses comme ça à adapter. Moi, le maïs, je ne digère pas, mais c'est vrai de manière générale, le maïs, c'est pas un truc super digérable. Et voilà, donc tous les produits laitiers, ça a été exig depuis très longtemps. Le gluten, je me suis longtemps autorisé des écarts, mais là, je suis en train de plus m'autoriser d'écarts parce que j'ai vu notamment en Égypte que c'était pas bien, parce que du coup, il y avait tellement de bouffe trop bonne en Égypte que voilà, j'ai fait des écarts gluten et j'ai vu que ça passait pas. Du coup, je me suis dit non, bon, faut que j'arrête définitivement avec le gluten. Donc la viande rouge, ça fait très longtemps que j'ai évacué. Moi, je me sens pas appelée à être végétarienne pour l'instant, donc je mange pas beaucoup de viande et de poisson. Mais quand je mange, c'est plutôt soit du poulet. C'est très ponctuel. C'est plus quand je sors, quand je suis chez des gens, etc. De moi-même, c'est plus le poisson que je vais manger parce que du saumon, thon, etc. De temps en temps, crevettes, voilà, tous les fruits de mer, voilà, c'est quelque chose qui est encore dans mon assiette. Mais c'est pareil, c'est pas souvent. Hein, je peux passer plusieurs semaines sans manger de chair animale, on va dire ça comme ça, sans que ça me pose problème. Voilà, donc évidemment toutes les boissons, les sodas, tous ces trucs là, ça fait très longtemps que c'est plus dans mon alimentation. Tout ce qui est plat préparé aussi également, bien que voilà, il y a certains trucs qu'on peut trouver qui sont bons. Alors soit en magasin bio, il y a des choses qui sont faites correctement, chez les surgelés aussi. Alors bizarrement, chez les marques pas chères, typiquement les moins chères chez Leclerc, les moins chères chez Intermarché, les moins chères chez Carrefour, les premières marques parfois ont beaucoup moins de produits, d'additifs, de machin, trucs, ou de trucs qui sont pas bons. Il y a des fois, sur les trucs pas chers, il y a parfois beaucoup moins d'ingrédients et beaucoup moins de complexité. Et du coup, parfois, c'est des choses que j'achète aussi parce que c'est plus sain et ça passe. Et aussi, par exemple, il y a des anciennes comme chez Picard aussi. Alors, c'est un peu plus cher, effectivement. Mais au niveau des compositions, généralement, c'est beaucoup plus neutre et moins complexe et c'est plus cool aussi. Et on trouve du vegan, sans gluten maintenant aussi, etc. Et voilà, il faut savoir aussi que le bio en supermarché, comme le sans gluten en supermarché, il n'est pas bien adapté parce que souvent ils utilisent, alors typiquement sur le sans gluten, ils mettent beaucoup de maïs, et d'amidon de pommes de terre ou de pommes de terre en fait, et dans les préparations du sans gluten en supermarché. Et ça, c'est pas bon au niveau digestif. S'il y a déjà un problème au niveau digestif, la farine de maïs et la pomme de terre, ça fait partie des cols dans l'intestin et c'est pas top. Donc moi, ça fait partie des aliments qui ne me vont pas. Et du coup, le sans gluten en magasin, c'est pas top. Le sans gluten en magasin bio, oui, parce que là, du coup, il va y avoir de la farine de sarrasin, de la farine de millet, d'autres farines qui sont beaucoup plus digestes, et du coup, ou farine de riz, et qui vont être beaucoup plus assimilables pour moi. Donc voilà, moi c'était pour partager, je pourrais en parler pendant beaucoup plus longtemps, mais c'était pour partager, voilà, moi je trouvais pas les personnes, vraiment il n'y avait pas les personnes compétentes à l'époque pour vraiment me guider. J'ai vraiment fait du cas par cas, il y a les bouquins, il y a une auteure qui m'a énormément aidée, c'est Tati Louer, je sais pas comment ça se prononce, il me semble qu'elle est belge, qui a écrit énormément de bouquins sur la question de la dysbiose. Et c'est chez elle que j'ai trouvé cette notion de adapter, de spécifier, de tester, parce que chaque microbiote il est différent en fait. Et ça c'est vraiment, c'est la lecture avec Tati Lowers qui m'a aidé là-dessus. Je vais mettre sous la vidéo les noms, voilà, si vous êtes intéressé vous pouvez retrouver. Voilà, et c'est voilà, l'idée vraiment avec cette vidéo c'est que je veux le partager, c'est possible de sortir de la maladie.
Je pense pas qu'on puisse sortir de la maladie, continuer à manger de la malbouffe et pas rentrer dans une forme de conscience. Parce qu'effectivement, moi, le jeûne, du coup, je l'ai expérimenté très tôt. Ça amène assez facilement dans des états de conscience modifiés, hein, très clairement. Voilà. Et l'autre volet aussi, où il y a des gens qui ont des émonctoires qui fonctionnent très bien et le corps fait le tri et ils peuvent manger et tout va très bien aussi, ils sont en santé, hein, en fait. Hein. Donc, bon, avec des limites. Hein. Je vous renvoie au film qui a été fait sur McDo, voilà, le journaliste qui s'est mis à manger que du McDo pendant un mois et qui s'est fait suivre par les médecins. Voilà, on voit que voilà, il y a un impact, même si voilà, encore chaque fois, on a des systèmes digestifs différents, on a des systèmes corporels différents. Ce qu'on met à l'intérieur de nous, on le traite tous de manière différente. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre pour chacun, en fait. Voilà. Donc, les pistes pour les maladies auto-immunes, sachez que l'alimentation anti-inflammatoire est extrêmement adaptée. Pour les MIS-C, il faut aller plus dans le détail, il faut aller plus en détail. Ce que va vous dire la naturopathie ne va pas être assez ciblée et assez précise. En tout cas, moi, c'est mon expérience, l'expérience que j'en ai fait. Voilà, faites attention à l'équilibre acido-basique dans le corps, qui est très en lien avec le process d'inflammation. Donc ça, les naturopathes vont vous l'expliquer, hein, tout ce process-là. Dans tous les bouquins de naturopathie, on va vous expliquer ça. Et voilà, et qu'il y a plein de manières détoxiner le corps et qu'il y a des manières aussi pas chères. Je sais que quand on est malade, le sport, ça peut paraître la mer à boire, mais il y a forcément une activité qui va mobiliser votre corps et qui va vous faire plaisir. Alors moi, c'est plutôt la rando voilà, en montagne et la danse. Moi, ça, c'est mes kiffs. Et vraiment, faut pas se mettre de limites. Moi, j'ai fait des randos en montagne avec des gens qui avaient plus un niveau de trail par rapport à moi. Donc, j'étais toujours la dernière, j'étais toute rouge, j'étais toute transpirante, etc. Bref, c'était pas beau à voir. Mais j'ai fait ces randos en étant hyper anémiée. Parce que moi, je suis anémiée depuis la nuit des temps. Depuis que j'ai fait des prises de sang, je suis anémiée. Et techniquement, mais les gens vous diront, mais c'est pas possible en fait. Parce que quand tu es anémiée, tes muscles ils sont asphyxiés en fait. Hein. Mais voilà, avec de la volonté et surtout le kiff, parce que à La Réunion, les paysages, moi je suis pas sportive, hein, mais les paysages et les endroits en montagne sont tellement extraordinaires, enfin, ça vaut tellement son pesant de cacahuètes, quoi, bah voilà, j'avais la carotte qui était suffisante pour moi pour monter, même s'il y a des... j'aime pas me faire mal et il y a des randos que j'ai pas faites à La Réunion parce que je savais que c'était trop dur, bref. Et vraiment d'y croire en fait. Moi, au début, tu en chies, c'est dur. Après, j'avais voilà, les gens avec qui, mon ex-compagnon, comme les potes, bah, ils me portaient les sacs. Ouais, souvent, je portais pas le sac aussi. Faut se faire aider, faut pas y aller tout seul. Quand on est en groupe et en équipe, forcément, bah, voilà, il y a l'émulation de groupe, etc. Mais c'est possible. Alors moi, c'est la rando, peut-être que vous, c'est pas du tout votre délire, etc. Il y a toujours une manière de le faire. Voilà. J'avais pas les sous pour aller me payer le sauna pour pouvoir détoxiner le corps. Bah voilà, je faisais des bains hyperthermiques, j'avais la chance d'avoir la baignoire à la maison. Et faut chercher. Voilà, il y a vraiment des trucs, il y a des tas de bouquins, il y a des tas d'informations sur la question à l'heure actuelle. Moi, je vous recommande la chaîne de Thierry Casasnovas, même si quand j'ai regardé à l'époque, il avait un discours plus rigide qu'il ne l'a à l'heure actuelle. Je pourrais dire ça, je pense qu'il l'assume aussi. Son discours s'est un petit peu assoupli, donc je ne prenais pas tout de ce qu'il disait. Mais c'est pareil, j'ai construit un petit peu mon savoir, j'ai expérimenté aussi. Voilà, toutes ces dernières années, j'avais un extracteur de jus. Donc là, je suis en nomadisme, donc là, je ne l'ai plus. Enfin, je viens de revendre mon dernier extracteur de jus. Le jus, les jus de légumes, enfin, c'est vraiment hyper important. Et on est dans un pays où Thierry Casasnovas qui partage que les jus c'est vachement bon pour la santé. Il est attaqué voilà, par les médias, par Amil Vides, etc. Tu vas aux États-Unis, ils ont des extracteurs de jus dans quasiment toutes les entreprises en fait. À ta pause déjeuner, tu peux te faire ton jus, ou le matin tu arrives à ton boulot, tu te fais ton jus en fait. Voilà, donc il y a d'autres pays aussi où c'est normalisé, c'est même plus un sujet de discussion en fait. Enfin, c'est déjà acté quoi. Enfin bref, voilà. Donc, les infos elles sont là. Si vous lisez anglais, allez chercher du côté anglo-saxon, du côté de la Belgique ou du côté de la Suisse, où vraiment les structures sociétales sont en avance sur ces questions-là.
En Allemagne aussi, si vous parlez allemand, c'est pas mon cas, mais en Allemagne aussi, les cures, les cliniques de jeûne, les cliniques Böchinger, ils ont une approche complètement différente des MIS-C et des maladies inflammatoires aussi en Allemagne. Mais voilà, là, je ne suis pas allée chercher l'information parce que je ne parle pas un seul mot d'allemand, mais je sais qu'à travers les autres lectures en anglais, je sais qu'il y a des spots aussi du côté de l'Allemagne. Bien sûr, du côté de la Russie, il y a les techniques de jeûne et les cures de jeûne encadrées, voilà, encouragées par le gouvernement, voilà, où c'est tout aussi totalement normal aussi comme process. Voilà, donc l'idée pour moi à travers cette vidéo, ça faisait longtemps que j'avais prévu de faire cette conférence, ça s'était jamais posé et du coup bah, j'avais envie de partager. Je sais quelle galère c'est quand on est là-dedans. Voilà, et les principaux messages que je veux passer à travers ça, c'est que d'une part, c'est possible d'en sortir, en tout cas de trouver le point de rémission, si vous préférez, si ce terme-là il vous parle plus. Moi je considère que cette maladie, elle n'existe pas vraiment dans le sens où bah, je sais qu'il y a plein de stress qui peuvent redéclencher. Cette maladie, elle n'existe que parce que bah, y a des espèces de pollution extrême dans le monde dans lequel on vit. Moi, je réagis de manière extrême au lait de vache, mais quand on sait comment sont traitées les vaches, quel stress elles endurent, quelle violence il y a derrière ce qu'on fait vivre aux vaches dans les industries. Je ne suis pas contre l'agriculture. Enfin, le fait est que c'est qu'on est obligé de violer les vaches pour qu'elles aient du lait en permanence. Hein. Si vous n'êtes pas renseigné sur la question, ce système industriel pour produire du lait, il est sans queue ni tête en fait. Moi, je pourrais boire du lait si les vaches, on les laisse tranquilles. Et encore, alors, au jour d'aujourd'hui, je sais que mon corps ne peut plus quoi. Et c'est assez étonnant aussi parce que ça fait des corrélations dans les pays où on ne mange pas les vaches. On les considère comme sacrées. Les sphères où on ne mange pas de porc aussi, mais quand on se renseigne, c'est des choses qui ne sont pas forcément hyper saines pour notre corps. Hein. Voilà, pour le lait de vache, il y a tout un tas de peuples qui n'ont pas les enzymes de toute façon dans le corps pour pouvoir les digérer, c'est comme ça. Notamment en Inde, ils n'ont pas, depuis des millénaires, ils ne prennent pas les produits laitiers et du coup ça passe pas dans le corps. Hein. Du coup, ils n'ont pas de toute façon les enzymes pour les digérer, on en a un peu plus nous en Occident, mais de manière très claire... Voilà, c'est de toute façon, voilà, si moi j'ai grandi à la ferme, enfin voilà, sans avoir pris conscience de ce qui se passait pour les vaches. C'est vrai qu'après, quand tu comprends le processus, etc., comment c'est fait, et bien que je connais, j'ai dans ma clientèle, les gens qui me suivent, il y a des agricultrices ou des agriculteurs qui sont sensibilisés et eux qui traitent très très bien leurs vaches et voilà, qui les gardent quand elles sont vieilles. Et voilà, il y a des manières de faire différentes. Il y a des gens qui le font dans le bio ou dans le pas bio. Mais voilà, tout ce gros système d'industrie qui n'est pas sain non plus pour les agriculteurs parce qu'ils vivent avec voilà, un nœud et la corde autour du cou. Voilà, moi je suis très sensibilisée parce que il y a une partie de ma famille qui vient de ce monde-là. Les suicides, ils sont très nombreux. Les cancers, ils sont très nombreux. Les agriculteurs, c'est eux qui sont en première ligne et c'est eux qui sont le plus touchés et maltraités par ce système-là qui aussi maltraite l'aliment, les animaux, etc. etc. Voilà. Donc, ça fait déjà pas mal d'informations. Je vais essayer de bien vous mettre les références bibliographiques du coup en dessous. Donc moi, j'ai parlé de mon cas en particulier sur la rectocolite hémorragique, mais vraiment sur l'alimentation, sur ce volet alimentation acido-basique inflammatoire, c'est valable pour toutes les maladies auto-immunes. Encore une fois, je ne suis pas naturopathe, je partage mon parcours de vie et bah, les connaissances que j'ai, que je suis allée chercher, moi, pour pouvoir m'en sortir, moi, du coup, voilà. Et donc, il peut se passer que tout d'un coup, je vois que ça se dérègle au niveau de mes intestins. À l'heure actuelle, comment ça se passe? Voilà, je sens, en général, j'ai de la fatigue, j'ai une espèce de brouillard mental qui se met un petit peu en même temps. De la fatigue, brouillard mental, un espèce de stress dans le corps et j'ai apparition du mucus, cette espèce de glaire au niveau des selles. Et en fait, je sais que quand c'est comme ça, c'est que là, je suis en train de repasser en acidose, je suis en train de repasser en inflammation. Et ça peut être que le syndrome post-traumatique est en train de se réveiller aussi, ou s'est réveillé. Du coup, pouf, je sais que dans ces cas-là, pouf, je sais quoi faire. Je pose tout, parfois je jeûne, parfois je jeûne pas. Et ça se calme en fait. Donc, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on m'a dit, de t'es malade à vie, il faut prendre des médicaments, tu vas avoir un cancer, etc.
C'est-à-dire que ma vision de qu'est-ce qui se passe là dans ce déséquilibre-là a tellement changé que j'ai pas l'impression que je peux mettre le mot maladie dessus en fait. Il y a un déséquilibre à certains moments et qui peut revenir du coup. Voilà, et je fais toujours attention, je pense que j'ai encore une petite porosité intestinale qui est encore là, parce que j'ai passé des années en inflammation et des années à pas mettre dans mon intestin et sur cette paroi intestinale inflammée parce qu'il fallait du coup. Voilà, en prenant conscience que j'ai cette fragilité-là, de la même manière que je prends conscience que j'ai une sensibilité qui n'est pas la même que les autres et que du coup, bah, je fais les adaptations qu'il faut parce que je ne peux pas attendre que le monde et les gens s'adaptent pour moi parce que ça prend plus de temps. Et voilà, du coup, c'était pour partager là-dessus. En tout cas, vous voyez que j'ai pas mal de choses à dire sur la question. C'est une première vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour partager sur les autres volets, sur le volet psy et sur le volet énergétique. Et peut-être qu'il y aura d'autres volets, mais en tout cas, pour vraiment ouvrir les approches comme ça. Si vous connaissez des gens qui sont en maladie auto-immune, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je sais que ça peut créer des réactions. Je connais cette réaction-là chez les gens qui sont en maladie chronique et qui sont énervés et qui vont dire oui, mais parce que c'est fatigant. Vraiment, moi-même, j'en peux plus des gens qui me donnent des conseils. Alors, encore plus, j'accepte les conseils des gens malades, mais j'accepte pas les conseils des gens pas malades. C'est vraiment pénible. Surtout quand c'est des conseils non sollicités, les gens ils ont toujours un truc à te dire et c'est souvent complètement à côté de la plaque et ils ne connaissent pas ton historique avec tout ça. Donc si vous transmettez ça à quelqu'un, faites-le de manière délicate sans donner de conseils en disant tiens juste j'ai vu cette vidéo là, je ne sais pas si ça peut t'aider. Point. Voilà. Ne donnez pas de conseils aux gens qui sont en maladie chronique, ne donnez pas de conseils aux gens qui sont handicapés. Parce que vraiment, quand on l'est, c'est vraiment très très lourdingue. Ce que nous disent les gens pas malades et pas handicapés, c'est vraiment très très lourdingue. La majorité des gens, ils sont très très à côté de la plaque quand ils disent des trucs. Et ça fait plus mal qu'autre chose, en fait. Voilà. C'est comme moi, je peux pas avoir d'enfants et tous les gens qui me disent « Ah oui, mais je connais un tel qui a eu des enfants. Ah oui, mais... » Non, mais il faut arrêter avec ces trucs-là. Vous connaissez pas l'état dans lequel je suis, vous savez pas le poids émotionnel et le poids psychique qu'il y a derrière, etc. Donc voilà, soyez là, écoutez les gens, mais ne donnez pas de conseils. On est très très fort en France, on donne des conseils, on fait la morale, mais vraiment, c'est pas ça, il faut arrêter avec ça. Proposez des solutions, mais ne faites pas la morale. Voilà. Dites, ah j'ai vu ça, est-ce que ça peut t'intéresser, etc. Mais voilà, ne donnez pas de conseils. Voilà. Donc moi, l'idée, c'est que je vous partage ce que j'ai fait. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de miracle. Comme je disais, chaque maladie est différente, chaque personne est différente. Sur l'intestin, chaque microbiote est différent et chaque immunité est différente. Il y a des choses qui vont marcher de manière globale pour chacun, mais vraiment, il faut adapter. Et c'est pareil, mais ça j'en parlerai quand je parlerai de l'énergie, en énergétique. Le même protocole ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Le collège unique ne fonctionne pas pour tout le monde. C'est l'industrialisation de ce monde-là. On a oublié que faire la même recette pour tout le monde, c'est le Fordisme, le Taylorisme, l'industrie qui a amené ça, qu'on va tout faire sur la même chaîne, on va faire du prêt-à-porter pour les vêtements. Et on est tellement habitué à ce monde-là qu'on a oublié que on est tous différents. Donc il faut des recettes différentes et adaptées. Voilà. Donc je termine là-dessus, c'était plus long que je ne le pensais. Il y aura d'autres vidéos où je vais partager du coup sur les autres parcours, voilà, les autres chemins que j'ai fait sur les autres dimensions du corps et du soin. Voilà, moi je le partage en espérant que ça vous fasse du bien. Bien sûr, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre des rendez-vous avec moi, on peut accompagner d'un point de vue énergétique, bien entendu. Le magnétisme en particulier et toute la sphère intestinale peut très bien être accompagnant en magnétisme. À vous de voir si cette branche-là, elle vous parle ou pas. Vous pouvez aller faire de l'hypnose, vous pouvez aller faire de la méditation. Il y a plein de branches pour vous accompagner. Encore une fois, moi je le partage parce que je sais quelle galère c'est. Des années de galère, j'en ai eu assez comme ça. J'espère que ça pourra aider certaines personnes. C'est vraiment l'objectif. Positionner que guérir, sortir de maladie, atteindre la rémission, sortir des symptômes, ce sont des choses possibles. Ça a ses limites aussi. J'en parlerai dans d'autres vidéos pour vous expliquer. Voilà, j'ai encore de l'endométriose et j'ai un fibrome. C'est-à-dire qu'il y a encore des trucs qui se baladent dans mon corps. Donc j'ai accepté que c'était mon chemin de vie et
Et j'ai accepté aussi que je peux guérir et être malade et aussi accompagner et guérir les gens. Voilà, et là c'est pareil, je ferai une autre vidéo sur la question à propos de la légitimité. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.